tous Arthur, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour un nouvel épisode de Rise and Fall. C'est une série assez nouvelle, assez vieille, mais assez nouvelle quand même, parce que c'est que le quatrième épisode. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas pardon, le concept de Rise and Fall, je vais vous l'expliquer vite fait de suite. Donc, en gros, le but de Rise and Fall, c'est à chaque fois on va analyser l'histoire en général d'un pays. Et pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre Rise and Fall qui veut dire du coup la montée et la descente en gros, ou la montée et la chute plutôt. Globalement, c'est les histoires de pays qui ont commencé à partir de rien, qui étaient à la base des pays pas incroyables, peu connus ou peu développés, enfin voilà, des pays de ce genre-là, qui ont connu une augmentation soudaine, soit ça peut être économique, ça peut être politique, ça peut être social, je sais pas, en tout cas ils sont devenus connus, riches, puissants d'un seul coup ou énormes, je sais pas, enfin, très important, très influent. C'est parti d'un pays peu connu, un peu nul, à un pays très influent. Et après, une fois qu'il a atteint son paroxysme, il a commencé à partir en chute libre. Donc soit il a volé trop près du soleil et il s'est complètement cassé la gueule. C'est un peu ce qui s'est passé pour notre pays ici. Euh, Soit il a juste connu une chute économique, c'est aussi un peu ce qui s'est passé ici, ou une chute sociale, je sais pas, une entrée d'une dictature ou un truc comme ça. Bon, tout ce que je viens de dire, c'est un peu réuni dans l'épisode d'aujourd'hui, et même l'épisode d'aujourd'hui, c'est un double rise and fall, pas parce qu'il y a deux pays, mais parce que c'est un pays qui a connu deux montées et deux chutes d'affilée. Donc ça fait un peu comme ça son histoire. Euh, voilà. Ça va peut-être être l'épisode de Rise and Fall le plus long, parce que c'est celui où j'ai le plus écrit. Parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce pays. C'est un pays qui a fait les news il y a quelques mois pour le kidnappage de son président par les forces américaines, par la CIA, j'imagine. Le pays de Nicolas Maduro, je parle bien sûr du Venezuela, vous l'avez vu dans le titre et probablement sur la miniature. Donc, vous avez compris, aujourd'hui on va parler de comment le Venezuela est parti de rien, est devenu un pays influent, et retombé à rien, et redevenu influent, et puis retombé à rien. Et même sur la fin, commence à redevenir un petit peu influent, même si, bon, le kidnappage de Nicolas Maduro, c'est pas forcément pour aider le pays. Bref, on va commencer directement vers les années 1920. Donc, pourquoi déjà la transformation du Venezuela s'est produite, pourquoi le Venezuela a changé. Donc, cette transformation du Venezuela a commencé par ce qui reposait sous son sol, c'est-à-dire d'énormes quantités de pétrole. Le pétrole était déjà devenu la fondation de l'économie vénézuélienne d'ici les années 1920, du coup. Et au milieu du XXe siècle, le pétrole avait transformé le pays, le faisant passer du statut de société agricole relativement pauvre, du coup un peu influent, à celui d'un des leaders économiques d'Amérique latine. Puis est arrivée l'année 1973, année énorme pour l'histoire d'influence du Venezuela, parce qu'en 1973 s'est produite la guerre arabo-israélienne qui a déclenché une augmentation énorme des prix du pétrole mondialement. Forcément, vous savez, la plupart du pétrole du monde, enfin la plupart des exportations de pétrole du monde en tout cas, vient du Moyen-Orient. On a aussi beaucoup entendu parler avec la guerre en Iran, la fermeture des détroits d'Ormuz qui a fait monter les prix du pétrole drastiquement. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que il y a énormément de pétrole au Moyen-Orient. C'est aussi pour ça que des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït et surtout les Émirats Arabes Unis sont incroyablement riches. C'est grâce à l'argent du pétrole. Voilà. Donc, pour le Venezuela, c'était comme gagner la loterie économique, parce que le Venezuela est aussi un pays qui est doté d'énormément de pétrole, vous l'avez compris du coup au début de la vidéo. Je vous ai dit, sous son sol, il y a beaucoup de pétrole, et c'est même aujourd'hui le pays qui a le plus de réserves de pétrole de la planète. Donc c'est pour dire. Parce que autant au Moyen-Orient, du coup, c'est partagé entre plusieurs pays, mais là, au Venezuela, c'est que le Venezuela, et peut-être un peu les États-Unis maintenant aujourd'hui. Donc les exploitations de pétrole ont généré des sommes énormes d'argent, vous vous en doutez. Donc ça veut dire que le gouvernement disposait soudainement des ressources nécessaires pour investir dans énormément de secteurs, notamment les routes et l'infrastructure, l'hydroélectricité, l'éducation, la santé, le logement, l'industrie et les services publics. Entre 73 et 77, l'investissement fixe privé a augmenté d'environ 16,8% par an, ce qui est absolument énorme, tandis que l'investissement public a progressé de 10,1% par an, aussi pas mal.
Le PIB progressait à un rythme annuel d'environ 6 à 9%. 9%, c'est incroyable. C'est pas au-dessus de 10 quand même, mais c'est déjà bien. La Banque mondiale, on va beaucoup en parler de cette Banque mondiale, a plus tard décrit la période comme une opportunité exceptionnelle pour le Venezuela d'accélérer son développement et de diversifier son économie au-delà du pétrole. Pourquoi on va beaucoup parler de la Banque mondiale? Parce que tout simplement, c'est une vidéo. Certes, le Venezuela a connu différentes formes de rise and fall, différentes raisons, mais tout tourne quand même généralement autour de l'économie, autour de l'argent. Juste parce que tout le monde voulait de l'argent. Parfois c'était trop, parfois c'était pas assez. Bon, il y a des histoires d'argent dans cette vidéo, vous allez vite comprendre. Et vous comprenez probablement déjà parce que la Banque mondiale c'est vraiment impliqué dans le cas du Venezuela. Et du coup, le Venezuela est devenu vraiment riche, vous en doutez. Au début des années 70, le Venezuela avait le plus haut revenu par habitant d'Amérique latine. Ce qui n'est pas rien, si on peut pas dire pareil aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui ça doit être, je sais pas, le Chili ou l'Uruguay, un pays comme ça. Pas du tout le Venezuela, je pense que ça doit même être le plus pauvre d'Amérique du Sud, j'imagine. À moins que ce soit le Guyana ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est complètement l'inverse aujourd'hui. Vous savez probablement que c'est un peu la misère aujourd'hui au Venezuela, c'est pas incroyable. Son revenu par personne était plus élevé que celui de beaucoup de pays qui semblent aujourd'hui du coup bien plus riches que le Venezuela. Le Venezuela était bien plus riche que le Brésil par exemple. Donc Caracas s'est développé en une métropole moderne. Voilà, c'est devenu vraiment pas une mégalopole non plus, mais c'est devenu une ville un peu modèle, on va dire. Le pays a attiré des migrants d'Europe et d'autres endroits d'Amérique latine. Voilà, même des Européens voulaient aller vivre au Venezuela, c'était quand même pas rien. Les Vénézuéliens avaient accès à des salaires relativement élevés, des programmes sociaux extensifs et un style de vie de plus en plus moderne. C'était un pays qui avait l'air vraiment sur la touche, quoi, qui était clairement en train de grandir et de grandir, de devenir de plus en plus populaire, destination de tourisme, voire d'immigration. Euh, voilà. Donc, si vous aviez visité le Venezuela vers 1975, peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous, peut-être que vous étiez au Venezuela au milieu des années 70, je sais pas. Ben, en tout cas, si vous y étiez allé en 1975, vous aurez vu un pays qui semblait avoir un futur extrêmement prometteur et qui, vous penseriez qu'aujourd'hui, ce serait une superpuissance mondiale. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que le boom pétrolier n'a pas juste rendu le Venezuela plus riche, il a fondamentalement changé la manière dont fonctionnait le pays. Le gouvernement du coup a commencé à dépenser des sommes énormes d'argent et à étendre le service public. Voilà, ils se sont dit voilà, on est riche, on peut se permettre de dépenser beaucoup sur le service public. Le Venezuela a nationalisé son industrie de pétrole en 76 et a créé la PDVSA. On va en parler de cette truc, de cette entreprise. La compagnie de pétrole de l'État. Le problème était que le gouvernement commençait à se comporter comme si le boom pétrolier allait continuer indéfiniment. Au lieu d'utiliser l'aubaine principalement pour construire une économie diverse, le Venezuela est devenu encore plus dépendant sur le pétrole. Donc ça, c'est la grosse erreur du Venezuela qui va probablement les hanter jusqu'à la fin de leur jour. Euh, Globalement, ils se sont dit que le pétrole, ça marchait si bien pour eux qu'on va investir que dans le pétrole. Problème, le pétrole, c'est une ressource qui n'est pas infinie, on le sait déjà. Il y a beaucoup de pays qui ont fait faillite à cause du pétrole, hein, voilà. Euh, c'est quelque chose d'incroyablement avec une valeur absolument énorme le pétrole. Enfin, on le sait, il y a vraiment des guerres et des guerres et tellement de guerres sur le pétrole. Euh, la plupart des guerres, même, hein, j'ai envie de dire, pas la plupart, mais beaucoup quand même de guerres, notamment au Moyen-Orient. En général, s'il y a des guerres entre pays voisins, les chances sont que ce soit pour des raisons pétrolières. Voilà, c'est pas ce qui s'est passé au Venezuela, du coup il n'y a pas eu de guerre ni quoi que ce soit. Ça n'empêche que c'était quelque chose d'extrêmement cher, d'extrêmement euh, j'ai pas le mot, mais tout le monde le voulait, quoi. Tout le monde voulait le pétrole du Venezuela, ou avoir autant de pétrole, sauf que ben, problème, ce boom pétrolier, il va pas toujours durer. Il faut qu'il prenne fin un jour. Euh, ça a créé ce que les économistes appellent souvent du coup la malédiction de la ressource. La Banque mondiale du coup mettait déjà en garde à ce sujet dans les années 1970. Hein. Le Venezuela avait du coup, je le répète, une opportunité extraordinaire de se diversifier, mais son économie devenait de plus en plus dépendante sur les revenus pétroliers. Et il y avait un autre problème au final, c'est que le Venezuela dépensait plus vite qu'il ne pouvait absorber les fonds de manière durable.
Il dépensait plus d'argent qu'il n'en gagnait. Du coup, au final, ben, le résultat, c'est, vous l'avez compris, qu'il perdait de l'argent au fil des années. Les programmes d'investissement public massifs, les subventions, les entreprises appartenant à l'État et l'intervention dans l'économie produisaient des inefficacités signifiantes. Voilà. Au final, vous l'avez compris, le boom pétrolier a pris fin, éventuellement. Les prix du pétrole ont chuté, alors que le Venezuela avait été laissé du coup avec des dépenses énormes du gouvernement, une dette substantielle, des compagnies d'État inefficaces, une monnaie surévaluée et une économie dépendant massivement du pétrole. Donc en gros, ils étaient un petit peu dans la merde, si je peux résumer de manière vulgaire. Les conséquences étaient brutales, clairement. L'économie du Venezuela atteint son apogée en 81, de là jusqu'en 89. La croissance économique réelle était négative chaque année et le revenu par habitant a chuté d'environ 39%, ce qui est vraiment énorme. Donc, le Venezuela avait déjà expérimenté une croissance et une chute massive, du coup, avant même l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, dont on va parler plus tard et qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire du Venezuela. Vous en avez probablement entendu parler d'Hugo Chavez. C'est le prédécesseur de Nicolas Maduro, bien sûr, un dictateur affirmé. C'est une partie importante de l'histoire parce que ça signifie que la crise ultérieure de 99 n'a pas été créée à partir de rien. Elle ne vient pas de rien, cette crise de 99 dont vous avez encore une fois peut-être entendu parler. Non, elle n'a pas été créée de rien, elle a été créée à partir de cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai raconté, bien sûr. Le Venezuela, vous l'avez compris, avait un problème structurel de longue date. Le pays est devenu à plusieurs reprises incroyablement riche quand les prix du pétrole étaient élevés, puis souffrait énormément quand l'argent du pétrole disparaissait. C'est donc un pays qui dépend énormément de la valeur du pétrole. C'est-à-dire que c'est un pays qui se réjouit quand il y a une guerre au Moyen-Orient. C'est aussi un pays du coup qui n'est pas forcément ravi quand les États-Unis passent des accords de paix avec l'Iran, par exemple. Euh, il, il profite en gros du malheur d'autres pays pétroliers pour du coup pouvoir faire plus d'exportation, gagner plus d'argent et du coup devenir de plus en plus riche et de plus en plus moderne et aussi devenir plus populaire, avoir plus de gens qui viennent au pays, voilà, même des Européens qui émigrent pardon là-bas. Voilà. Le problème c'est que du coup quand tu te bases que sur une seule source de revenus, là en l'occurrence le pétrole, ben forcément quand le prix du pétrole chute parce que ben, tout va bien, le monde est en paix, et ben ça fait quand même des mécontents. Voilà, la paix, ça fait quand même des pays malheureux. Le Venezuela perd de l'argent quand le monde, quand le Moyen-Orient essentiellement est en paix. Ce qui, on va pas se mentir, n'arrive pas souvent. C'est d'autant plus surprenant que le Venezuela n'est pas riche aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'ils sont un peu plus sur la défensive aujourd'hui. Clairement, ça prouve encore une fois que personne ne sera jamais heureux. Enfin, il y aura jamais un moment sur la planète où tout le monde sera heureux. Même quand il semble avoir avoir la paix dans le monde, ben, par exemple, le Venezuela, ben, du coup, n'est pas content parce que ça veut dire que ça fait moins de profit pour eux et que les gens vont venir à acheter du pétrole qui vient directement des détroits d'Ormuz. Voilà. La détérioration économique a éventuellement produit une crise politique majeure, vous vous en doutez. Voilà, les gens n'étaient pas contents de ces changements soudains. J'imagine qu'ils étaient heureux quand l'économie remontait, mais par contre, quand l'économie redescend, ben là, il n'y a plus personne. Donc, ça veut dire qu'en février 89, le président Carlos Andrés Pérez a introduit un programme économique comportant des mesures telles que réduire les subventions et augmenter les prix du, j'ai mal écrit ça, j'ai écrit full, je vais vous le dire, du fuel. Voilà, les prix du fuel. Donc, les prix des transports en commun ont augmenté, c'est ce qui n'est pas incroyable. Et ben, les gens ont explosé. Les gens en avaient ras le cul. Donc des manifestations de masse et des émeutes ont éclaté à Caracas et dans d'autres villes, notamment Maracaibo. L'événement est devenu connu sous le nom de Caracazo. Ben, le gouvernement répondit avec l'armée. C'est parti en quasi guerre civile. Des centaines de personnes ont été tuées selon des figures officielles, tandis que des estimations d'autres sources sont bien plus élevées. Hein, voilà. Évidemment, le gouvernement lui-même ne veut pas dire que le nombre exact de personnes qui ont été tuées parce que ce serait un petit peu ça le discréditerait un petit peu. Voilà. Donc c'est mieux de faire un petit euphémisme par-ci par-là. Donc le Caracazo est devenu un symbole important de l'échec du système politique et économique du coup du Venezuela. Et ça a créé un environnement dans lequel Hugo Chavez allait éventuellement émerger. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. En 98, Hugo Chavez a été élu président. Il a promis de complètement transformer le Venezuela et il a bien tenu sa parole d'ailleurs. Et à l'origine, son gouvernement bénéficiait de quelque chose de très pratique.
les prix du pétrole ont commencé à réaugmenter quand il est arrivé au pouvoir. C'est beau, c'est magnifique. Du coup, durant les années 2000, les prix du pétrole ont augmenté et ça a donné à Chavez une somme énorme d'argent pour fonder son programme politique et social. Du coup, naturellement, son gouvernement a étendu les aliments subventionnés, les programmes de santé, l'éducation, le logement, les pensions et l'emploi public. Donc, forcément, la pauvreté a d'abord considérablement diminué. Chavez était aussi devenu extrêmement populaire chez la population la plus pauvre du Venezuela. Ils le voyaient comme un sauveur, au final, comme celui qui les avait sortis, pas nécessairement sortis de la pauvreté, mais qui les avait en tout cas aidés financièrement, ça c'est sûr. Et en fait, c'était pas exactement juste, c'était pas une très bonne conception du pouvoir qu'avait vraiment Hugo Chavez, parce qu'en fait, même lui était 100% dépendant du pétrole. C'est quelqu'un qui lui-même dépendait du pétrole. Voilà, c'est comme une voiture, une Citroën, quoi. Euh, mais du coup, vous comprenez, le même problème fondamental a subsisté. Le Venezuela était toujours surdépendant du pétrole. Ils en avaient jamais assez. Enfin, c'est pas qu'ils en avaient jamais assez, mais c'est surtout que quand il y a pas assez de pétrole, enfin, quand il y a pas assez de vente de pétrole, ben là, forcément, l'économie s'écroule. Et à vrai dire, la dépendance est devenue particulièrement extrême parce qu'une analyse de la Banque mondiale, encore une fois, hein, la Banque mondiale, voilà, a trouvé que d'ici les années 1990, le pétrole représentait environ 78% des exportations de marchandises et 61% des revenus du gouvernement. Le gouvernement, son argent venait à 61% du pétrole. Et 70% des exportations du Venezuela étaient le pétrole. Tout n'est basé que sur ça. Clairement, à l'international, dans le monde géopolitique, je pense clairement que la plupart des pays voient d'autres pays avec une certaine liste de mots qui peuvent qualifier ce pays. Malheureusement, pour le Venezuela, on dirait bien que le seul mot qui qualifie le pays, c'est pétrole. C'est le seul qui a marqué au-dessus de la carte sur le Venezuela, c'est pétrole. Il y en a d'autres qui ont marqué plein de trucs, notamment, je sais pas, la Russie, il peut y avoir tout un paragraphe pour définir la Russie, tellement elle est complexe, mais malheureusement, le Venezuela, c'est très 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 simple comment le Venezuela fonctionne. S'il y a du pétrole qui se vend bien à cause d'une guerre au Moyen-Orient, c'est bien. Par contre, il n'y a pas de guerre au Moyen-Orient et que du coup, c'est les pays du Moyen-Orient et du Golfe arabo-persique qui prennent le dessus par rapport au Venezuela, c'est pas bien. C'est aussi simple que ça. Et ben, c'est là que l'histoire devient encore plus controversée que ça ne l'était déjà. Parce que le gouvernement de Chavez, du coup, a de plus en plus nationalisé des compagnies et imposé des contrôles de prix et de monnaie. Il y avait aussi des interventions à grande échelle du gouvernement dans l'agriculture, la manufacture et d'autres industries. Et pendant ce temps-là, la PDVSA était devenue de plus en plus importante comme source de financement du gouvernement. Le résultat, du coup, était que l'économie du Venezuela était devenue encore moins diverse. Si c'était déjà, si c'était même possible, je ne sais même pas que c'était possible que c'est encore moins diverse, mais c'est crucial. Euh, Parce que ben, vous l'avez compris, hein, quand les prix du pétrole étaient élevés, ben, tout était fantastique. Voilà, c'était la joie et la bonne humeur. Le Venezuela pouvait se payer des programmes du gouvernement énormes quand le pétrole générait du coup des sommes d'argent énormes. Vous avez compris, hein, on parle vraiment d'énormité dans cette vidéo. Cependant, quand les prix du pétrole se sont éventuellement écroulés, tout le système était explosé. Exposé, pardon, pas explosé. Tout le système était révélé au grand jour. Tout le monde pouvait voir clairement dans le jeu de Hugo Chavez, quoi. Ce fameux Hugo Chavez, ben, il est mort en 2013, voilà, et Nicolas Maduro, du coup, lui a succédé. Puis, le Venezuela a été frappé par la tempête parfaite. Les prix du pétrole se sont écroulés en 2014, un an après l'arrivée, même pas un an, du coup, après l'arrivée de Maduro. La source principale de monnaie étrangère du Venezuela est soudainement devenue bien rentable. Et contrairement aux pays avec des économies diverses, du coup, le Venezuela n'avait pas beaucoup de sources alternatives de recettes d'exportation, hein, forcément. Et en même temps, du coup, des années de sous-investissement, de contrôle économique, de corruption, de production de pétrole en déclin, de nationalisation, d'expansion monétaire et de détérioration institutionnelle avaient sévèrement affaibli l'économie. C'est ça que ça fait toutes ces choses à un pays, voilà, qui est sur dépendant du pétrole, mais à mort. Donc, on peut clairement dire que le pays entier est rentré dans une sorte de spirale infernale, quoi. Et c'était pas une récession normale. C'était un effondrement économique sur une échelle vraiment extraordinaire. Le PIB s'est énormément contracté au fil des années suivantes.
La production industrielle a chuté, la production de pétrole a chuté, les importations se sont effondrées, la nourriture et les médicaments sont devenus de plus en plus difficiles à obtenir, l'électricité et aussi d'autres types d'infrastructures ont souffert énormément. Puis est arrivé malheureusement l'un des épisodes d'hyperinflation les plus spectaculaires de l'histoire moderne. Hyperinflation, évidemment, c'est quand les prix deviennent anormalement élevés. Euh, le bolivar vénézuélien, qui est évidemment la monnaie du Venezuela, ou en tout cas maintenant plutôt l'ancienne monnaie du Venezuela, malheureusement, a perdu quasiment toute sa valeur. Les prix pouvaient changer drastiquement en des laps de temps incroyablement courts. Les gens avaient besoin de quantités de billets de banque énormes juste pour acheter des biens ordinaires. Et le gouvernement a éventuellement dû du coup relibeller sa monnaie plusieurs fois, hein. Et ça a créé quelques images quasi surréelles. Le Venezuela a quand même émis de billets de banque valant 100 000 bolivars, des billets de banque de 100 000 bolivars. Il y a déjà eu d'autres pays qui ont eu des billets de banque de 100 000, peu importe ce que c'est la monnaie, notamment le Zimbabwe par exemple. C'est absolument énorme. Enfin, nous, on pourrait pas s'imaginer un billet de 100 000 euros. Ça peut nous payer quoi un billet de 100 000 euros quelques voitures. Alors que eux là-bas, ben, c'était du pain quoi, ou une brosse à dents. Voilà. Il leur fallu recourir du coup à des coupures encore plus élevées. Et à un moment donné, il y avait même un billet d'1 million de bolivars qui existait. Voilà. Et nous, avec un billet d'1 million d'euros, tu peux t'acheter deux maisons facile quoi. Peut-être pas deux quand même, mais une maison et une petite maison quoi. Une bonne maison, une petite maison. Éventuellement, la monnaie était si fortement dévaluée que les Vénézuéliens comptaient de plus en plus sur des monnaies étrangères, et en particulier le dollar américain, sans doute, pour les transactions de la vie de tous les jours, pour acheter son pain, pour acheter son café, enfin voilà. Et c'est peut-être le contraste le plus choquant de toute cette vidéo, je pense, hein, parce que vous vous rappelez du Venezuela des années 70, il avait une richesse pétrolière énorme et un des standards de vie les plus élevés d'Amérique latine. Vous avez dit, son revenu par habitant était quand même plus élevé que quasiment tous les pays d'Amérique latine. Désormais, les gens galéraient à se payer de la nourriture, des médicaments, l'électricité, des moyens de transport, des produits ménagers de première nécessité même. Et donc, le pays qui fut un temps importé d'énormes quantités de biens avec sa richesse pétrolière, pardon, galérait désormais à pouvoir se payer des nécessités basiques, car il ne pouvait pas générer assez de monnaie étrangère. Et c'est ce qui rend du coup l'effondrement aussi visible aujourd'hui. On le voit encore de nos jours, même après l'annexion entre guillemets du Venezuela par les États-Unis. Ils l'ont pas vraiment annexé, mais maintenant c'est un peu un état marionnette des États-Unis. On va pas se mentir là-dessus. Voilà le drapeau juste au-dessus de ma tête. Je pense qu'il faudrait que j'enlève un jour. Ouh là là, j'en ai sur un petit voyage. Donc des millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. Les gens sont principalement allés dans des pays voisins comme du coup la Colombie, le Pérou, l'Équateur, le Brésil, voilà. Mais aussi à des pays, du coup, à travers les Amériques, voire encore plus loin, en Europe, en Asie, peut-être en Océanie, j'imagine. Selon le HCR, quasiment 7,9 millions de réfugiés et de migrants vénézuéliens étaient en dehors du pays à la fin de 2025. C'est un nombre étonnant. Je pense que, voilà, même en Ukraine, il n'y a pas autant de réfugiés. Si, peut-être. Mais voilà, autant de réfugiés qu'en Ukraine, alors que l'Ukraine est en guerre, le Venezuela n'est pas vraiment en guerre. Enfin, certes, il galère un peu, mais il est pas en guerre quand même. Il y a quand même quasi 8 millions de personnes qui sont barrées en 2025. Euh, il faut savoir aussi que la population du Venezuela est que d'environ 28 millions. C'est encore plus frappant que l'Ukraine. Du coup, l'Ukraine était à 40 millions, il y a environ 8 millions de personnes qui sont parties. Là, le Venezuela était à 30 millions, il y a 8 millions de personnes qui sont parties. On fait comment maintenant quand il y a un tiers du pays qui se barre? Donc la crise a eu plus ou moins comme effet que plus d'un quart de la population du coup du pays est partie, ce qui est absolument énorme. Sachant que c'est même pas un pays qui était en guerre ni quoi que ça, c'est juste un pays qui souffrait énormément de son propre succès entre guillemets succès. Cependant, on ne reste pas sur une note complètement négative non plus. Le Venezuela n'est pas resté au plus bas de la crise de 2018 à 2020. L'économie a récemment connu une certaine stabilisation, certaine, et la dollarisation a aidé quelques parties de l'économie à refonctionner. Il y a aussi des signes de l'activité économique revenant du coup dans quelques secteurs. Mais attention, ça veut clairement pas dire que le Venezuela est revenu à son ancienne position. Le pays reste drastiquement plus pauvre et moins économiquement productif qu'il aurait pu l'être. Et des millions de Vénézuéliens restent
en dehors du pays quand même, malgré ça. Donc, pour conclure cette vidéo, globalement, c'est un rise and fall particulier parce qu'on peut pas dire que c'est un pays qui a vraiment fait hop, je pars de rien, monter, hop, c'est bien, chute, hop, c'est nul. Non, pas exactement. C'est pas vraiment ce que j'ai raconté dans cette vidéo. Bon, déjà, il y a eu ce phénomène-là deux fois, de montée et de chute. Et en plus, récemment, vous avez vu que certes, ça fait comme ça, mais sur la fin, ça remonte un tout petit peu. Du coup, il est mieux de décrire le Venezuela comme un pays qui a expérimenté du coup un boom extraordinaire, hein, ça a forcément souffert un effondrement économique historique, hein, voilà, on n'avait quasi jamais vu ça, et qui a quand même commencé à se remettre du plus bas, du coup, sans revenir à son ancien niveau de prospérité. Ils ne reviendront probablement jamais. À moins que vraiment il y ait une énorme crise au Moyen-Orient qui fait que tout le monde dépend du pétrole vénézuélien. Mais même depuis la guerre en Iran, la plupart des gens ont juste acheté à la Russie au lieu d'acheter au Venezuela. Pourquoi? Parce que le Venezuela est tout aussi dans la merde. Enfin, quand même, ils sont en galère avec les États-Unis. Forcément, les États-Unis, ils ont pas envie du coup que les gens achètent du pétrole iranien. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment que les gens achètent du pétrole vénézuélien? Je suis pas sûr non plus. Du coup, enfin, eux, forcément, ils se servent du pétrole vénézuélien. Forcément, ils en prennent autant qu'ils veulent. Mais du coup, ça veut dire que forcément, l'économie du Venezuela, ben, certes, elle stagne, mais elle stagne que parce que les États-Unis veulent pas qu'elle augmente. S'il n'y avait pas les États-Unis dans le dos du Venezuela, ils auraient déjà gagné en richesse. Ce serait pas, ça veut pas dire que c'est un pays socialement incroyable, ultra moderne où tout le monde veut habiter. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il y aurait toujours des problèmes, je sais pas, de cartel ou de pauvreté, d'hyperinflation peut-être. Euh, Parce qu'ils dépendent quand même énormément du pétrole, on va pas se mentir là-dessus, même aujourd'hui, hein, même après toutes ces nombreuses erreurs d'Hugo Chavez et de Nicolas Maduro. Non, ça, Hugo Chavez, il a pas fait tant d'erreurs que ça, mais surtout de Nicolas Maduro, quoi. Euh, et des autres avant lui, hein, de Carlos Andrés Pérez aussi notamment. Euh, Peut-être que s'il n'y avait pas les États-Unis, on n'en serait pas là, on serait peut-être un Venezuela un petit peu plus prospère, un petit peu plus riche, un petit peu plus développé, entre guillemets, ça je suis pas sûr. Euh, Parce que les États-Unis, forcément, ils veulent développer le Venezuela, entre guillemets, hein, forcément, ils veulent le développer, mais à leur manière, sous le nom américain, sous le drapeau américain même. Ils veulent faire clairement du Venezuela le pays le plus capitaliste de la planète, c'est évident. Est-ce que ça va marcher? Je pense pas. Je pense que bien que les Vénézuéliens en aient marre du gouvernement, c'est pas forcément un peuple communiste, mais c'est pas un peuple ultra capitaliste non plus. Je pense que c'est un peuple entre guillemets normal qui se situe un petit peu entre les deux, au milieu des deux, ni trop communiste ni trop capitaliste. Euh, Enfin voilà, comme ça devrait être un peu partout, hein, on est bien d'accord là-dessus. Quand on regarde forcément la population des États-Unis, ils sont très contents d'être capitalistes. Ils sont tous très contents d'être capitalistes. Enfin, il y a des gens qui rôlent par rapport à Trump et c'est bien. Enfin, il faut qu'il y en ait. Mais on va pas se mentir que quand même, la plupart des gens, même s'ils aiment pas Trump, ils votent démocrate et les démocrates sont tout aussi capitalistes que Trump. Il faut pas croire. Les États-Unis n'ont pas de vraie gauche communiste ou socialiste ou voilà. Ils ont l'extrême droite et ils ont le centre droit, le truc un peu macroniste à la limite. Mais vraiment, il y a rien qui n'est plus à gauche que le centre, que les démocrates. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus du coup de célébrités américaines qui se considèrent pas forcément communistes ou socialistes ou quoi que ce soit, mais qui se considèrent de gauche, voire d'extrême gauche, qui disent n'appartenir à aucun parti, ou à la limite le parti vert, qui est le parti oublié un petit peu des États-Unis, qui est pour le coup un vrai parti de gauche, là c'est sûr, d'extrême gauche même peut-être. Euh, et c'est pareil, quasiment en France, il y a certes un parti communiste, un parti socialiste et la France insoumise qui sont bon, qui se cassent un peu la gueule en ce moment, mais qui existent. Mais ça n'empêche que la plupart des gens en France sont quand même bien dans leur confort capitaliste. Et c'est partout pareil dans le monde en fait, clairement. Même en Russie et en Chine, je suis sûr qu'en Chine, les gens sont ravis d'être dans un pays qui se considère communiste, mais qui est en réalité très capitaliste. Enfin, la Chine, c'est pas forcément un ultra bon exemple. Plutôt la Russie. La Russie, ils se disent communistes, c'est pas vrai. Avec tout le respect que j'ai pour la Russie, et je dis ça parce que j'ai pas envie de me prendre un obus dans la gueule, ils sont pas communistes la Russie. Plus aujourd'hui. Ils disent l'être pour voilà pour expliquer entre guillemets leur relation sévère, voire autoritaire avec les États-Unis, et aussi leur lien d'affinité avec la Corée du Nord et avec la Chine. Pourtant, ils sont pas du tout communistes. S'ils étaient communistes, on n'en serait pas à une dictature aussi incroyablement étrange où tu peux juste tuer des gens comme ça. Enfin,
on n'en serait pas là si c'était réellement un pays communiste. Et je dis pas ça pour dire que le communisme c'est mieux ou quoi que ça, hein. Franchement, je suis pas là pour dire ça, j'ai rien à dire là-dessus. Juste que l'ultra-communisme ou l'ultra-capitalisme, c'est pas la solution. Clairement, euh, clairement, le Venezuela, du coup, a vu ça, que l'ultra-communisme, c'est pas forcément la bonne solution avec Hugo Chavez et avec surtout Nicolas Maduro. Ils verront assez vite que l'ultra-capitalisme, c'est pas fou non plus. Voilà, c'est un pays qui est un peu condamné. Le Venezuela, malheureusement, ils peuvent pas trop s'en sortir de cette crise-là. Euh, voilà, mais au moins, ils s'en remettent petit à petit. C'est déjà bien. C'est déjà mieux que rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était plus courte que je pensais, mais heureusement parce que je suis un peu crevé. Cette vidéo, du coup, elle devrait sortir, si je ne m'abuse, normalement le 16 août. Aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo, ça devrait être le 16 août. Je tourne cette vidéo le 13. Pourquoi je tourne cette vidéo le 13? Je suis tourné la prochaine, celle qui va sortir dans une semaine pour vous, du coup, donc le 23 pour vous. Ce sera un pays sur 10, bien sûr. Cette vidéo-là, je la tourne aussi aujourd'hui, cet après-midi d'ailleurs, et du coup, les deux seront normalement postés depuis le 13 août. Pourquoi? Parce que je pars en vacances. Voilà, je pars en vacances. Quand est-ce que je pars? Je pars samedi. Je vous dis pas où. Vous verrez bien de vos propres. Non, je pars dimanche d'ailleurs, pardon. Je pars dimanche. Vous verrez bien de vos propres yeux parce que je vais passer sur l'onglet communauté de ma chaîne tous les trucs que je vais voir assez cool. Je vais visiter 3 pays différents. Je vais évidemment les mettre sur ma photo de profil. Je sais pas encore comment je vais faire du coup pour mettre pour caler 4 drapeaux sur ma photo de profil, les 3 pays que je vais visiter plus le drapeau français. Ou alors je vire le drapeau français. Voilà, je ne suis plus français. Je me considère de ces 3 pays, mais je ne suis plus français. Je sais pas. On verra bien. Mais du coup, je le dis pas en général, mais abonnez-vous pour voir ces photos-là si ça vous intéresse bien sûr. Sinon, vous le faites pas. Je m'en fous en fait. je, je me rends compte qu'en fait je m'en fous. Mais voilà, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je vais voir pendant mes 2 semaines là-bas dans l'inconnu, ben, c'est une recommandation de s'abonner, voilà. Je le dis jamais en plus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Du coup, on se verra la semaine prochaine pour vous. En réalité, dans quelques heures pour moi, pour un épisode de Pays sur 10, du coup, vous l'avez compris, le 38e. Aujourd'hui, c'était le 4e épisode de Rise and Fall sur le Venezuela. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez tout compris parce que je suis allé un peu vite. Mais bon, normalement, ça devrait aller. J'ai quand même essayé d'utiliser des termes assez simples. Du coup, ben à la semaine prochaine, à 14h, j'imagine comme cette vidéo devrait sortir, hein, parce que je l'ai programmé à 14h quand je l'ai fait bien à l'avance. J'arrête de raconter ma vie. Allez, bye bye.